Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors avant de commencer ma vidéo, je voulais vous montrer ce phénomène incroyable. La nature qui reprend ses droits. Vous voyez, alors les stagiaires reconnaîtront l'endroit. Là il y avait des arbres qui ont été coupés. Et ça fait moins d'un mois que j'ai fini les stages. En l'espace de très peu de temps, je dirais allez, 3 semaines, regardez déjà les plantes comme elles ont poussé. Ces rejets qui poussent directement dans l'écorce. C'est assez impressionnant. Alors, il y a un peu de soleil. Voilà, donc c'est l'endroit où on a fait les stages, qui est complètement sec avec cette chaleur. Donc c'est clair que j'aurais pu continuer les stages largement jusqu'à fin décembre. Mais comme pour mon anniversaire, je fais comment on appelle ça, porte ouverte, c'est-à-dire les gens viennent et s'entraînent gratuitement, et c'est nos techniques, non pas forcément dans le désir de plus tard s'entraîner, mais au moins de découvrir ce que l'on fait, nos disciplines, et surtout de la manière dont je les enseigne. C'est quand même le plus important, parce que j'ai reçu des courriers d'un pratiquant qui me dit voilà, je suis ta chaîne depuis des années, je médite beaucoup, et ce qu'il y a de bizarre, c'est que il a pu, maintenant qu'il médite, il a plus envie de manger de viande, il va plus dans les bars avec les copains, il a arrêté de boire pratiquement, comme il m'a dit, du jour au lendemain. Et voilà, ça l'étonne, il me demande est-ce que c'est normal. Bah oui, comment dire, la méditation amène la paix, et la paix c'est l'absence de perturbation, et comme tout système, hein, le mental, entre guillemets l'esprit, hein, mais le mental comme tout système vivant, on va dire, connaît une homéostasie, donc des moments qu'on arrête de le perturber, et ben il revient à la normale. Hein, il revient à la paix. S'il est énervé, il va naturellement revenir au calme, et s'il est trop au calme, moitié endormi, il va naturellement se réveiller. Voilà, c'est la pratique de l'éveil, c'est la méditation qu'on appelle méditation assise. Et c'est de ça que je vais vous parler, parce que je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de faire de la méditation. Je cherche un coin où je peux être tranquille. Voilà, j'ai pas le soleil comme ça coupé en petits morceaux. Alors, carrément entièrement à l'ombre, ce serait peut-être mieux que moitié à l'ombre, moitié au soleil. Maintenant, le truc, c'est de trouver un coin où s'asseoir. Et ça, c'est encore autre chose. Ah, c'est pas mal, là. Bon, allez, on va s'asseoir là. Est-ce que je suis en contre-jour? Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Tout simplement parce que c'est vrai que je regarde des photos, les gens m'écrivent sur le net, hein. Ils sont complètement affolés pour leurs enfants. On essaye de nous pousser dans l'émotion, hein, jusqu'à Macron qui tousse et qui enlève son masque en disant oh là là, qu'est-ce que c'est, j'ai dû avaler un truc. Alors lui il le porte 5 minutes, et puis il s'en plaint. Imaginez les gamins 8 heures par jour, et je dis bien 8 heures par jour, tous les jours. Sans ça, ils sont virés de la classe, et vous, si vous mettez mal votre masque, vous avez une amende. Alors excusez-moi, mais là il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, on va s'asseoir. Voilà, c'est pas mal, j'aime pas quand il y a trop d'ombre, ou quand il y a trop de lumière. Toujours l'extrême, vous voyez, le principe est de revenir toujours à l'actualité. Oui, parce que les rentrées scolaires, vous l'avez vu, hein, que ça soit dans des maternelles, dans des bus, hein, les policiers rentrent en armes. Hein. Et alors les gens me disent, oui, c'est normal, les policiers ont des armes. Ok, d'accord. Est-ce qu'un grand frère, est-ce que quelqu'un, un adulte, hein, l'adulte est une autorité pour l'enfant, a besoin de venir avec un uniforme, un flingue, pour voir s'ils ont tous leur masque. L'accompagnateur, un accompagnateur de la RATP, un monsieur avec une casquette, ça fait encore mieux, hein, pourrait venir. Mais comme j'ai vu là devant un collège, donc les collèges, je vais dire, c'est entre 11 et 14 ans, je suppose, les enfants ont, et les flics, ils avaient un HK, quoi, une arme de guerre, hein, en uniforme avec une arme de guerre, pour savoir si les gamins ils mettent bien leur masque en papier. Non mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi, on
on est en guerre, hein, c'est ça, on veut, comme je disais, ça y est, les chemises brunes sont déjà là, bientôt il y aura la SS, vous voyez, ça a commencé comme ça. Il y a eu des gens qui ont commencé à brûler, et vérifier si les juifs ils avaient bien leur étoile jaune, à brûler leur boutique, et après il y a eu le SS, et on sait ce que c'est. D'abord les chemises brunes, et après les chemises noires. Voilà, qui se rappellent comment les chemises brunes ont terminé, hein, ceux qui ont, on va dire, inauguré les chambres, hein, comment on appelle ça, les camps de concentration. Alors on va s'asseoir, on va être tranquillement, comme ça, hein, on va prendre un petit temps à soi, et on va essayer de prendre une distance, parce que avec cette télé non-stop, alors ça va être dur parce que je suis assailli de moustiques. Je suis assailli de moustiques. Je me rappelais plus qu'il y en avait ici. Je me rappelais plus pourquoi je venais plus là avec les stagiaires et pourquoi j'avais choisi un autre endroit. Bah, tout simplement parce que là on est dans les marais et donc il y a des moustiques. Bon, je me ferai manger, c'est pas grave. Le message est plus important que quelques piqûres de moustiques. Donc, à cause de cette télé qui vous assaille non-stop, eh bien, le cerveau est complètement saturé d'informations. Alors quand je dis saturé, ça veut dire qu'il fait un trop-plein. Ça veut dire que même si on vous donne des vraies informations par la suite, il dit stop, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Un petit peu comme si vous aviez trop mangé, et que, comme un petit peu dans le sens de la vie avec les Monty Python, où à la fin le gars il prend un after eight, après s'être baffré comme un ogre, et là il explose. Allez, donc, et ben là c'est pareil. À force d'avoir trop de sollicitations, on déconnecte. C'est un petit peu comme l'enfant qui voit un accident ou ses parents mourir, et tout d'un coup, hop, le moustique, et devient aveugle. D'accord, donc il devient aveugle ou muet ou sourd parce que il s'interdit de voir, il s'interdit de répéter ou d'entendre des choses qu'il n'avait pas envie d'entendre, et il somatise, voilà. Donc là nos gamins on les étouffe, et là, le premier des droits dans la vie c'est de respirer. J'étais asthmatique, j'étais bronchitique, j'ai fait des tas de, quand je dis des tas ça veut dire de 5 ans à 14 ans des camps de l'armée, des camps de santé, hein, donc c'est des sanatoriums, on appelait ça des colonies de marche, sac à dos, etc., dans les eaux bonnes, les eaux chaudes, le Béarn, la Bourboule, comment on peut dire, respirer des bains de vapeur, de vapeur soufrée, hein, donc les trucs de volcan, le machin à l'œuf pourri, hein, que vous mettez, que vous respirez et tout ça. Et ben voilà, j'ai vécu ça, je sais ce que c'est que se réveiller en pleine nuit pour pouvoir respirer, de vivre entouré de fumeurs, d'être dans un bus où il y avait 90 places et j'étais le seul non-fumeur, voilà, même en 85 où la loi E20 est passée, donc où tout le monde n'en avait rien à foutre. Voilà, donc quelque part, voilà, je sais ce que c'est que d'être privé d'oxygène. Alors le problème c'est que les masses ça fait pas que priver d'oxygène, mais non seulement vous ravalez un petit peu les champignons, les toxines et tout ce que l'organisme, selon l'organisme veut se débarrasser, mais en plus vous ravalez votre gaz carbonique, donc vous faites une hypoxie et une hyper, je sais plus comment on appelle ça, enfin trop de CO2, d'accord, vous avez plus de gaz carbonique, donc c'est un poison, un toxique, et puis vous mangez vos champignons, vos bactéries, etc. Ah la vache. Bon, on va essayer d'être calme, d'être zen, et aujourd'hui je prends le débardeur, je déconne pas, je prends le débardeur. C'est aujourd'hui où je prends le petit short et le débardeur, et c'est aujourd'hui où je viens là me faire manger. Incroyable, incroyable. Voilà, donc quand on a trop d'informations, c'est ça que je voulais vous dire, hein, quand on a beaucoup trop d'informations, eh bien le cerveau, il bloque. Il bloque. Et même si les gens vous disent mais enfin c'est pas vrai, regarde tous les médecins, les vrais médecins, les pneumologues, comment on peut dire, comment on peut dire, tous les spécialistes, voilà, les vrais spécialistes qui ne sont pas payés par Gilead ou autre labo pharmaceutique, vous disent que oui, les chiffres montent, mais c'est des chiffres de personnes qui sont en bonne santé et qui sont là pour nous faire le R0, c'est-à-dire que plus vous avez des gens qui sont positifs, et plus vous êtes en sécurité, parce que c'est des gens qui vont faire que la population va être immunisée. Mais on vous empêche, vous voyez, on vous fait passer les gens qui sont immunisés comme des criminels. C'est quand même incroyable, quoi.
Mais tout, le but c'est de faire peur, hein, puisque voilà, comme je vous disais, les pneumologues s'inquiètent parce qu'ils expliquent que plus personne, bon, il n'y a plus de morts, on le sait, il n'y a pratiquement plus d'hospitalisation. Quand il y a des hospitalisations, c'est parce qu'on essaie de forcer les gens à partir à l'hôpital tout simplement pour faire monter des chiffres. Alors on va vous dire, bah oui, mais notre service d'urgence est saturé. Bah oui, il ne reste plus que 4 lits au lieu de 20, donc vous mettez 5 personnes et il est saturé. Bon. Bref. Toujours 216 morts par la cigarette tous les jours, hein, et puis je ne sais combien de cancers, et une centaine minimum par l'alcoolisme. Hein, mais ça, on continue. Hein. Donc on arrête de nous prendre peur des cons. Donc on ne peut plus écouter les bonnes, on peut les écouter mais ça rentre pas. Hein. Le corps vaut mieux bloquer entièrement, dès qu'au moment où il y a des infos à la télévision, on peut vous couper, vous allez sur internet et vous regardez les chaînes alternatives qui vont vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'être un pneumologue qui se plaint de ne plus avoir de cancéreux qui viennent le voir. Et donc c'est des gens qui vont mourir parce que tout simplement ils n'osent pas venir se faire diagnostiquer parce qu'ils ont peur de se faire piquer. Ils ont peur de passer au Ritroville comme il y a eu des milliers de vieux, de nos anciens qui ont travaillé toute leur vie, qui ont tranquillement été dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, et qui se sont retrouvés piqués comme des chiens malades. Donc imaginez le type qui a 70 ans, qui a fumé toute sa vie, il n'a pas du tout envie de se faire tester. Hein. Il n'a pas du tout envie d'aller dans des maisons de retraite. Hein. Voilà, donc comme je dis, l'esprit, comme n'importe quel muscle ou n'importe quel organe, en l'absence de perturbation, revient à la normale, c'est-à-dire à la paix. Donc c'est pour ça qu'il faut se calmer. C'est pour ça qu'il faut faire de la méditation de façon à retrouver cet équilibre homéostatique. Hein, donc, Spinoza disait que l'absence de désir, par exemple, c'était l'ennui. Bah, c'est comme si je dis l'absence de colère, d'envie, de jalousie, c'est l'ennui. Vous voyez, donc dans le zen, on dit que l'absence de désir, c'est la paix. Hein. Le Bouddha dit l'absence de désir, c'est la paix. La souffrance, c'est le désir, c'est la jalousie, c'est la colère, c'est la haine, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est le manque de désir de savoir, d'apprendre. Hein. C'est une grande maladie. Hein. Donc voilà, l'esprit revient naturellement à la paix quand on arrête de le solliciter non-stop. Hein. C'est comme... comment dire, quand vous arrêtez de vous gaver hein, et que vous ne pouvez plus manger, bah vous jeûnez 2-3 jours et puis là, vous retrouvez une faim approximativement logique, hein, même s'il faut attendre plus que 3-4 jours. En 3 jours, vous mangez juste vos sucres, hein, vous n'avez pas encore mangé les acides aminés circulants ni les graisses du corps. Hein. Donc si vous jeûnez 5 jours, surtout si c'est un jeûne sec, là vous allez peut-être découvrir la vraie faim et reposer vos organes, les laisser se détendre et tout. Voilà, donc on est complètement assailli d'informations, on est complètement détruit. Détruit mentalement parce qu'on est complètement à regarder à droite, à gauche. On est comme ce singe dans le Tibet, vous savez, on vous dit, on met un singe au milieu d'une maison, d'une pièce comme ça, puis il est sans arrêt en train de courir aux fenêtres pour aller choper des informations. Il est tout le temps en train de s'agiter. Donc ce que l'on fait, on l'attache sur une chaise. Voilà. Et puis... il arrête de regarder par les fenêtres pour aller chercher les informations à l'extérieur. Ben là, c'est pareil. Le principe de la méditation, c'est de s'asseoir et de laisser l'esprit retourner au calme. Hein, je vous ai déjà dit, c'est comme une eau boueuse qui n'arrête pas de bouger. Quand l'eau arrête de bouger, hop, la boue se dépose et l'eau devient claire. Hein, tout le monde sait que pour boire, comment il faut faire, enfin tout le monde sait, en survie pour boire de l'eau, vous ne buvez pas de l'eau bueuse, hein, vous attendez que l'eau se dépose, que la boue se dépose, voilà. Donc il faut retourner dans cette méditation. La méditation, c'est simplement la présence à soi. C'est-à-dire au lieu d'écouter les messages qui viennent de l'extérieur, on essaye de se calmer et d'écouter d'autres messages. Hein, je ne peux pas vous dire, hein, vous savez, tous les anachorètes, hein, tous les disciples même de Loyola, c'est des gens qui s'enfermaient dans des grottes, qui s'enfermaient dans des cellules et qui méditaient. Hein. Il y a un livre qui s'appelle L'éloge de l'enfouissement, je crois, quelque chose comme ça, qui est un très beau livre, justement, d'Ignace de Loyola, sur les ascètes, sur les prêtres ascètes, ou les moines ascètes, qui vivent dans le silence pour entendre la voix de Dieu, comme ils disent. Donc cette déconnexion, ce qu'ils cherchent à se reconnecter, cette déconnexion fait qu'on cherche constamment des informations à droite et à gauche.
mais on n'est jamais connecté avec le supérieur. On cherche des informations horizontales et pas verticales. Donc je vais vous donner plusieurs définitions que l'on a, nous, dans notre Occident. On appelle ça la présence à soi. On appelle ça l'assise silencieuse. On appelle ça descendre en nous, ressentir la conscience. D'accord ? Tout ça, c'est la même chose. Hein. Observer nos pensées sans jugement. Hein, on parle de ça dans le zen, par exemple. Le non-jugement. Simplement méditer, s'asseoir et faire le vide en soi. Et en fin de compte, quand vous faites le vide en soi, vous savez, je vous ai expliqué, hop, le cerveau, au lieu de penser par les émotions, par l'instinct, par le calcul analytique ou par l'intuition, hop, il se met à penser, entre guillemets, avec tout ça. C'est-à-dire les charges électriques, on va dire, sont partout pareilles, sont équilibrées. C'est le principe de l'équilibre. Voilà. Au lieu de manger très sucré, très salé, hop, vous mangez, je sais pas moi, du riz complet, une tartine de pain complet bio, et puis c'est assez neutre, sauf si bien sûr mettez du beurre sur votre tartine, vous mettez du sel, du miel, de la confiture, ou du miso, ou du camembert. Vous voyez, le pain, on va dire qu'il est neutre, et en fin de compte, il aura le goût de ce que vous mettez dessus. Mais si vous mangez que du pain ou du tofu, il n'y a pas de goût du tout. Voilà, donc c'est l'absence de goût, hein, l'absence de déséquilibre, hein, parce que si vous mangez salé, vous allez être attiré par le sucré. Si vous mangez sucré, vous êtes attiré par le salé. Voilà, si vous mangez beaucoup trop de céréales, vous êtes attiré par un excitant, comme le café, le thé, etc. Voilà. Donc c'est le travail de l'intériorité. Si vous n'avez pas ce travail d'intériorité, eh bien, vous êtes complètement dépendant des informations extérieures. Et je pense que depuis, en tout cas les années 60-70, il y a eu la télé qui nous a un petit peu empêché de penser par nous-mêmes. Maintenant, comme j'expliquais dans mes précédentes vidéos, c'est vrai que dans les années 60, la télé n'était pas trop invasive. Hein. Il n'y avait pas 24 heures sur 24. Hein. Mais je me souviens même dans les années 80, je dirais même 86-87, hein, vers là, je partais faire mon footing, il y avait la télé jusqu'à minuit. Et il y avait peut-être 4 chaînes, grand maximum. Hein, il y avait la 1, 2, 3, 5, un truc comme ça, ou 1, 2, 3, 6. C'était vraiment, il n'y avait pas grand-chose. Et à minuit, tout s'arrêtait. Et là, on se retrouve avec une télé 24 heures sur 24, avec une trentaine de chaînes. Donc, vous pouvez être complètement sollicité. Et c'est assez excitant, surtout sur un écran, hein. Donc quand je dis excitant, ça veut dire un écran d'ordinateur. Quand je dis excitant, ça veut dire énervant, hein. Ça stimule. Hein. Vous avez sommeil, hop, vous regardez vos messages mail ou une vidéo ou un film sur Internet, et là vous êtes stimulé nerveusement. Et ça vous épuise le cervelet, c'est incroyable. Et la preuve, c'est que vous regardez votre écran comme ça, vous regardez en mangeant, par exemple, hein, vous regardez un film et vous continuez, vous regardez un deuxième film, et puis vous allez à la cuisine vous servir à boire, et là, la pièce est sombre et là, hop, tout d'un coup, vous titubez, vous avez sommeil. Ça veut dire que vous teniez que par l'excitation sensorielle ou nerveuse, on va dire, de ces stimulations électroniques de l'ordinateur. Donc là, le but, en fin de compte, c'est de couper justement toute cette stimulation extérieure, toutes ces informations extérieures, et de baigner dans une intériorité. Donc vous vous concentrez sur la respiration, sur la posture. Voilà, vous ressentez tout ce qui se passe en vous, parce que votre corps va se relâcher, va se détendre, les organes vont se remettre en place, votre mental aussi va se relâcher, vous avez des souvenirs qui vont venir, qui vont partir, vous allez être comme cette montagne immobile qui est traversée par des nuages, mais jamais les nuages vont emporter la montagne, donc vous n'allez pas vous laisser emporter par vos pensées. Vous allez peut-être revoir des choses que vous n'avez pas réglées, hein, des problèmes que vous n'avez pas réglés. Voilà, donc il faut baigner dans cette intériorité comme étant une évidence. Ça veut dire que c'est la première source de votre information, ça doit être cette intériorité. Pour ça qu'on dit il faut vous prier tous les matins, vous priez tous les soirs, vous méditez le matin, vous méditez le soir, voilà. Donc, vous vous retrouvez face à des pensées comme ça qui viennent, qui partent, les pensées fugaces, on appelle ça. Vous laissez faire, vous laissez partir. Hein. Vous identifiez les tensions qui viennent en vous, les douleurs au foie, douleurs aux reins, douleurs aux jambes, etc. Et puis vous lâchez. Hein. On appelle ça écouter sa nature profonde, c'est-à-dire dire que vous laissez, on va dire, vous essayez de vous, comme une antenne, vous connecter
comment on peut dire, à la nature. Par exemple, là, si je suis ici et que je fais silence en moi, j'essaie de me connecter à la nature, mais vous êtes chez vous, vous pouvez essayer de vous connecter au divin, vous pouvez vous connecter à ce qu'il y a de plus beau en vous, en l'amour universel, si vous voulez, mais le but, c'est de ne pas se laisser emporter par nos émotions, parce que la télévision, tout ça, ça a été fait pour ça. Hein. Il faut... Ça vous empêche de vous connecter, on va dire, au divin, et des moments que vous n'avez plus connecté au divin, eh ben, comme vous avez besoin d'informations, vous avez besoin de simulation, ben voilà, vous êtes l'objet, enfin, oui, vous êtes l'objet, vous êtes manipulé par tous ces médias. Voilà. Donc, il faut s'autoriser à être soi-même, parce que là, à ce moment-là, vous allez devenir vous-même, vraiment. Vous n'êtes plus un pion, vous n'êtes plus ce que le système attend de vous ou vous demande de faire. Hein. Vous trouvez votre vraie nature. Hein. On appelle ça au zen aussi découvrir sa vraie nature. Hein. Généralement, par exemple, vous voulez être musicien, vous voulez être, je ne sais pas moi, peintre, et puis vous êtes dans une famille de notaires, ou une famille de juges, ou une famille de médecins, et vos parents vous poussent à faire ce qu'ils ont envie que vous fassiez, et donc vous brisez votre élan naturel, vous brisez tout ce qui fait de vous un être exceptionnel, et puis voilà, vous mettez un masque, et puis vous faites ce que l'on attend de vous. Voilà, donc tout simplement parce que vous avez peur d'être isolé, vous avez peur d'être rejeté par votre famille, hein, vous êtes donc piégé dans votre éducation familiale ou religieuse, hein, et pourtant, il devrait y avoir un réflexe de survie qui vous dit non, c'est pas ce que je veux faire, je vais mal le faire parce que c'est pas ce que j'aime, etc. Alors que là, votre réflexe de survie du cerveau reptilien, eh ben, c'est simplement que vous n'avez pas envie d'être seul, vous n'avez pas envie d'être rejeté, parce que l'être humain est un animal social, est sociable, donc en fin de compte, il a peur d'être rejeté, de se retrouver isolé, de ne pas être accepté dans le groupe, donc par sa famille, par ses copains, et donc ils font pareil. Voilà. Demandez-vous pourquoi vous avez commencé à fumer ou boire. Hein. Moi, quand j'étais dans une association d'anciens alcooliques, enfin on est alcoolique à vie, hein, comme pour faire mon mémoire d'alcoolologie, eh bien... on a vu des jeunes qui venaient, hein, qui étaient alcooliques depuis l'âge de 15 ans, tout simplement parce que les anciens, quand ils sont rentrés en apprentissage, ces jeunes, les anciens les faisaient boire l'apéro à 5 heures. Tous les soirs, ils avaient l'apéro à 5 heures avant de débaucher, quoi. Donc la dernière heure, c'était heure piquette, vous voyez, que ça soit dans le bâtiment, que ça soit dans le BTP, hein, en général. Bon, je pense que c'est moins si vous êtes huissier, vous voyez, moins si vous êtes juge, moins si vous êtes... je sais pas moi, coiffeur, mais bon, voilà, le truc c'est que dans ces métiers-là, on fait boire les gens. Hein. Et les gamins, 15 ans il a commencé à boire, à 20 ans il était alcoolique, et heureusement pour lui, à 25 ans, il était dans les associations pour se faire aider. Donc, trouver la paix, il faut trouver la paix, il faut rechercher la paix. Sinon, comme je viens de vous l'expliquer, pour ne pas être rejeté du groupe, hein, de la société, vous allez faire n'importe quoi. Voilà, donc, si vous voulez, comment on peut dire, travailler sur votre estime de soi, hein, il faut d'abord arriver à soi-même à s'estimer, hein, déjà, pour pouvoir être, on va dire, estimé par les autres, accepté par les autres. Mais si vous êtes dans votre coin et vous ne faites uniquement ce que disent les autres, vous allez passer pour une serpillière, quoi, je veux dire. Hein, tout simplement parce que vous avez peur de dire non, parce que vous avez peur d'être rejeté. Donc méditez pour déjà, comment dire, méditer pour être bien ancré. Être bien ancré, bien vous connaître, bien connaître vos possibilités, vos limites, et ne plus être déstabilisé par la critique, parce que on est souvent déstabilisé parce qu'on ne se connaît pas. Et vous pensez que l'autre a raison et que vous avez tort. Parce que c'est celui qui gueule le plus fort qui a raison généralement, ou celui qui parle en dernier. Donc ça vient d'une mésestime de soi-même. Voilà, donc on n'ose pas dire non, voilà. Il faut accepter les différences des autres et que les autres acceptent vos différences. Chacun est différent et voilà, il faut rejeter cette uniformisation dans laquelle on veut nous mettre, hein, tout le monde masqué. On va se retrouver tous en uniforme à l'école. Hein. Moi j'étais en uniforme à l'école, hein. On avait tous notre petite blouse bleue, notre encrier, notre plume, à sergent-major et en trempé.
la plume dans l'encrier, ce qui m'a valu en tant que gaucher d'avoir la main attachée dans le dos et à coups de règle sur les doigts, hein, bing, 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 hein, et ben règle en fer sur les doigts là, mets tes doigts comme ça là, vous voyez, hein, hop, et puis ping, coup de règle en fer, parce que en tant que gaucher, j'ai effacé ce que j'écrivais de gauche à droite. Voilà. Donc tout ça c'est très important, hein, ce sont les pièges, hein, on essaie de se conformer. Je suis toujours gaucher, malgré qu'on a voulu me faire droitier. Voilà. Donc méditez, accueillez vos émotions, accueillez vos tensions, identifiez-les et faites comme si vous étiez au cinéma, hein, vous êtes là, vous ne bougez pas, vous méditez. Voilà, hop, je ne bouge plus, je regarde devant moi comme ça, à 1 mètre, parce que si je ferme les yeux, je vais m'endormir, mais bon, si vous voulez fermer les yeux, au début, fermez les yeux si vous voulez. Et vous vous concentrez sur l'inspiration. Et vous constatez que quand vous expirez, surtout en hiver, hein, et que vous expirez, l'air est plus chaud quand vous expirez. Simplement cette concentration sur l'air qui se réchauffe quand vous expirez, simplement ça vous permet déjà un retour à soi. Ça vous permet justement de vous remettre à l'écoute de vous-même. Là par exemple je suis assis, j'ai 2-3 piqûres de moustiques au triceps, j'en ai sur les jambes, je me concentre là-dessus. C'est un retour à moi-même. Je l'aurais évité quand même. Hein. Mais bon, pourquoi pas. Il y en a qui méditent dans la neige, qui méditent sur des tapis de fleurs. J'avais bien vu un gars qui voulait faire plus que les autres, un prof de boxe thaï dans les années 80, qui lui cassait des bouteilles et méditait dans la neige avec les bouteilles cassées au fond. Ça fait un peu beaucoup. Hein. Enfin, pour avoir médité dans la neige, voilà. La neige, elle vous renvoie la chaleur, donc vous n'avez pas froid. Quand vous méditez à poil dans la neige, vous n'avez pas froid. Dès les premières secondes, votre température va faire fondre la neige, ça va faire comme un écran de glace, et après ça vous renvoie. En gros, c'est du fakirisme, hein, tout ça. C'est dans l'entube pour touristes. Hein. Voilà, observez vos pensées, sans juger. Baignez dans votre intériorité, soyez vous-même. Essayez de laisser venir... Enfin, chassez vos pensées, enfin chassez non, vous ne chassez pas et vous n'appelez pas vos pensées. Vous laissez venir et passer, et vous allez voir qu'au bout de, je dirais, 20 minutes, une demi-heure, vous allez avoir des pensées complètement différentes. C'est-à-dire, on appelle ça la pensée de zazen, c'est-à-dire celles qui viennent d'une totale intégrité du cerveau, je ne sais pas comment on pourrait dire. Hein. C'est-à-dire vous pensez à la fois en analytique, en intuitif, en émotionnel et en instinctif, et tout à la fois. Et ça fait une pensée très particulière qu'on appelle Ishirio, la pensée de la non-pensée, qui est la pensée de zazen en fin de compte. Évidemment, vous allez penser, hein, vous inquiétez pas. Hein. Et parfois, vous allez avoir des non-pensées. C'est-à-dire, vous allez méditer, et tout d'un coup, hop, il y a un train qui passe. Donc vous allez méditer, et tout d'un coup, hop, il y a comme un saut quantique, hein, il y a un trou dans le temps. Et puis vous regardez votre montre ou votre horloge, il y a 20 minutes, ou votre téléphone, puisque maintenant on regarde l'heure sur les téléphones. Et bien vous avez 10 minutes qui ont passé et vous ne savez pas où c'est passé. Donc c'est ce saut quantique, comme on peut dire, hein, ce saut dans le temps, eh bien c'est assez impressionnant, hein, et je vous le souhaite. Je vous souhaite d'avoir cette expérience-là. Alors je ne sais pas ce qu'ils ont avec mon bras droit, ils n'ont rien avec mon bras gauche, ils ne veulent pas piquer mon bras gauche. Hein, voilà. Ok, donc je vous souhaite de trouver la paix dans le silence, l'obscurité ou le silence et l'immobilité. Il ne reste plus que l'essentiel. À penser de la non-pensée. Vous ne cherchez pas à écouter quoi que ce soit, vous ne cherchez pas à aller chercher des pensées quelconques.
Vous laissez passer le temps comme ça. Et comme disait Maître Écart et Saint-Augustin, si rien ne se passe, ben, il n'y a pas de temps qui passe. Donc je vous souhaite de découvrir cette paix, d'arrêter de regarder les infos et ne plus être le jouet émotionnel des médias, c'est-à-dire du gouvernement, parce que maintenant vous avez compris que les médias sont aux ordres du gouvernement. Il y a certaines vidéos du docteur Raoult qui ont été supprimées par YouTube. J'ai de plus en plus de difficultés à poster sur ma page Facebook, à relayer des informations. Alors, ce ne sont pas des informations anti-gouvernementales, c'est des informations qui disent la vérité alors que notre gouvernement nous ment. C'est ça le problème. Et il arrive un moment où, quand vous êtes dans un pays où dire la vérité ça devient un crime, c'est grave, quoi. Franchement, c'est grave. Donc, trouvez la paix, ne soyez pas dans la colère, ne soyez pas dans la réactivité bête et méchante. Soyez dans, on va dire, l'analyse sereine. Voilà, ne vous laissez pas emporter par vos émotions. J'ai fait une vidéo sur les émotions, montrer à quel point nous sommes gouvernés par nos émotions, c'est-à-dire par nos glandes, c'est-à-dire par nos hormones. C'est-à-dire que si vous discutez avec une femme enceinte, ou une femme qui a ses règles, ou une ménopausée, ou un type défoncé, ou un type qui vient de prendre un café, ou quelqu'un qui vient de fumer une cigarette, eh bien, tous ces cerveaux-là ne sont pas baignés des mêmes hormones quelque part, si on peut dire. C'est-à-dire que on est vraiment le jouet de nos hormones. Donc, essayez de contrôler ces hormones par l'homéostasie, c'est-à-dire l'hémostasie émotionnelle. Je ne dis pas de devenir complètement amorphe, hein, vous avez le droit d'avoir des sentiments, hein, mais là je vous parle d'émotions réactives, comme on dit, un moment de colère une seconde de colère peut changer une vie entière, d'accord? Peut faire que votre compagnon ou compagne claque la porte et s'en aille, ou que au contraire c'est vous qui partez et puis il ne veut plus vous voir, ou elle ne veut plus vous voir, ou bien que vous fassiez des gestes inconsidérés et que vous vous retrouviez au tribunal, ou mort, ou bien, voilà quoi, que vous disiez des choses qu'il ne fallait pas dire. D'accord? Donc, ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Je ne parle pas de vous laisser sans arrêt de vous écouter ou de calculer ce que vous allez dire, mais de ne pas être dans la réaction animale, bête et méchante. Quand on pratique les arts martiaux, c'est ce que l'on cherche. Maître Hatsumi me disait, je ne vous demande pas de penser à vous défendre, je ne demande pas que vous pensiez à attaquer, je vous demande que vous ne pensiez pas. Comme il disait, je ne dis pas qu'il faut penser à tuer ou penser à ne pas être tué, je vous dis qu'il ne faut pas penser. Vous voyez la différence? Laissez le corps faire à ce moment-là. Et là, dans la méditation, le corps il ne bouge pas. Il devient une antenne et vous allez avoir une pensée beaucoup plus calme. Vous allez recevoir des informations comme ça. Et peut-être serez-vous le 100e singe qui va faire basculer justement le monde dans la méditation, dans la paix, et faire que tout va changer. Renseignez-vous sur cette histoire d'un champ informationnel de Rupert Sheldrake et de ce 100e singe. Alors c'est très important. Vous connaissez l'histoire du 100e singe. On apprend à Okinawa à un singe à laver les patates douces pour pas qu'il mange le sable avec. Donc on apprend ça à une femelle, j'en ai déjà parlé. Et puis la femelle va le montrer à d'autres femelles, etc. Et puis on va percevoir que au bout du 100e singe,
qui lave ses patates, c'est ce qu'on appelle la masse critique, hein, le 100e singe, eh bien, les autres singes dans l'archipel, alors qu'ils n'ont aucun moyen de communication à des dizaines de kilomètres, voire des centaines de kilomètres, vont laver leurs patates douces aussi. C'est un phénomène de synchronicité, pardon. Je pensais à Okinawa, parce qu'Okinawa, ça veut dire la longue corde à un awa, c'est la corde, la longue Okinawa, c'est la longue corde comme ça, parce que quand vous regardez Okinawa du ciel, on dirait une corde qui est posée comme ça, c'est un archipel en plein de petites îles comme ça. C'est pour ça que voilà, c'est la personne qui a montré aux singes comment laver ses patates douces, a permis aux autres singes, ça y est à manger, va-t'en, a permis aux autres singes d'accéder à cette information parce qu'il a fallu un 100e singe. Donc tout ce que je vous souhaite, c'est de devenir ce 100e singe. Je me souviens, j'avais lu un livre de Ramana Maharshi, un nom comme ça, qui avait créé la méditation transcendantale que faisaient les Beatles à l'époque, dans les années 60. Et lui, il disait ça aussi, si dans une ville de 10 000 habitants, vous avez 100 personnes qui font la méditation, eh bien, ça bénéficie aux 10 000 personnes. Donc, vous avez cette masse critique, hein, et ça a été fait, hein, ça a été fait avec les groupes de prière et les groupes de méditation dans certaines villes, où comment on peut dire, la délinquance a baissé. Alors, plutôt vous pouvez, hein, comme dit le CNT, d'aller chercher le premier jour du futur confinement, d'aller chercher le président à l'Élysée. Hein. Vous pouvez y aller en armes, hein, comme vous pouvez y aller sans armes, comme vous pouvez faire un sitting et méditer. Vous mettez 500 personnes qui méditent. J'espère qu'il ne fera pas comme j'avais vu la vidéo en Indonésie, où vous avez des milliers de personnes qui viennent pour méditer et réciter des sutras avec les moines. Hein. Je ne sais pas dans quel pays c'était. Hein. Je crois que c'est en Indonésie, un truc comme ça, qui était fermé aux journalistes. Et tout d'un coup, on voit les camions bâchés qui arrivent, les clac, 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 on entend les culasses, et les mecs se mettent à tirer sur la foule. Alors si ça se passe comme ça, déjà que vous avez des flics armés en temps de paix dans les écoles pour faire respecter à des enfants de 10 ans, voire moins, de mettre un masque en papier, je ne sais pas. Là, je pense que cet acte-là fait la bascule. Je crois que, comme disait je ne sais qui, ils ont touché à nos enfants. Et on est tous parents, et tu touches à mon gosse, t'es mort, quoi. D'accord? Allez, à bientôt. Paix. Cherchez la paix.